Alors, bienvenue dans la quotidienne. Nous sommes ici au 10-30 sur d'anciennes terres agricoles. On va vous en parler au cours des entrevues que nous allons faire avec différents conférenciers que nous recevons ce matin. Derrière moi, vous voyez, les céréaliers du Québec, ce sont les promoteurs de la campagne d'information du blé raisonné et de l'agriculture durable. La tournée à travers les boulangeries Première Moisson. Écoutez, plusieurs experts sont avec nous ce matin. Alors Michel, bonjour. Bonjour Yannick. On se retrouve en extérieur et non pas dans notre studio habituel. On fait ça presque une fois par année. Oui, l'été on sort la quotidienne. Voilà. Alors cette année en fait c'était particulier parce que souvent on est dans les expositions agricoles. Là on est au centre-ville, on peut le dire, on est à Brossard, à quelques kilomètres du pont Champlain, donc tout près de l'île de Montréal. Dans une sorte de ville inventée presque un peu. On peut presque oui, le 10-30 et le quartier qui est ici, qui est gigantesque, là. Faut l'avoir voir mon ami Simon qui le voyait ce matin pour la première fois, qui était drôlement impressionnant. et amener une moissonneuse-batteuse c'est ça, en fait, de cette dimension-là. L'idée, c'était d'amener une moissonneuse-batteuse pour que les consommateurs qui viennent à Première Moisson sachent que le blé qu'ils retrouvent dans leur croissant, dans leur pain, vient aussi de cette machine-là. Parce qu'il faut moissonner, il faut battre le blé. Ça prend des machines comme celle-ci. Donc, c'était ça un peu l'idée d'amener la grosse moissonneuse-batteuse sur le parking. Puis, c'est l'occasion de faire des quotidiennes ici et de parler justement d'agriculture durable. Est-ce qu'on comprend bien au Québec ce qu'est l'agriculture durable? Parce que souvent, quand on parle aux consommateurs, ils nous disent, oui, le blé conventionnel, on sait, c'est plein de pesticides, plein d'intrants. Le blé bio, c'est parfait. Mais quand on leur dit, mais connaissez-vous ce qui se fait aussi? Il se fait du blé qui n'est pas bio et qui n'est pas conventionnel. Et bien souvent, ça accroche parce que ça prend un travail pédagogique. Cette notion-là, effectivement, d'agriculture durable, là, qui a quand même été, qui a toujours été un peu en évolution, mais qui s'est inspiré de biologie, pour une partie des pratiques, mais c'est une agriculture qu'on aurait intérêt à beaucoup mieux connaître, parce que d'abord, en termes de pesticides, elle est beaucoup plus respectueuse, elle est beaucoup plus dans l'esprit pour un usage très spécifique, pour des besoins très spécifiques. Autrement, on n'est pas dans le domaine au cas où on va en mettre. Ça c'est pas du tout dans l'esprit de l'agriculture durable. Même chose au niveau fertilisation. C'est une agriculture qui est beaucoup plus adaptée aux réalités de nos sols, plutôt que la vieille pensée qui voulait que plus tu mettais d'azote, plus ça poussait. C'était ça. Là. Alors, on n'est pas du tout dans cette... Et actuellement, les décideurs ne sont pas sont sur la thématique de l'agriculture durable parce qu'on écoute le gouvernement fédéral ou provincial. Ils ont tous des plans sur les 5 prochaines années liés à l'agriculture durable. Mais il y a peut-être une étape de plus à passer parce qu'on sait qu'au Québec, il se fait beaucoup de maïs, beaucoup de soya, pas beaucoup de blé. Je sais que l'Institut a signé une introduction sur un document que les céréaliers ont déposé au MAPAC pour inciter la création d'un label qu'on va appeler éco-responsable, je pense. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'étape où les décideurs ont vraiment misé sur le blé. Il y a encore une marche à monter, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour briser un peu l'état dans lequel on est, une sorte de... C'est comme si on se plaisait beaucoup dans le statu quo, la situation qui est là. Alors que si on regarde ça bien, on s'aperçoit d'abord que 70% de nos meilleures terres du Québec, de celles en partie, une bonne partie de la Montérégie, sont sur 2 productions destinées à l'alimentation animale. Le blé, oui, il y a certaines personnes, mais c'est une base bien plus d'individus, ils décident d'en faire. Mais de façon générale, il n'y a pas eu vraiment ni un mouvement, ni du côté gouvernemental, des incitatifs à produire ça. Là. Donc, c'est des choses personnelles. Pourtant, on parle de terres qui ont toutes les qualités pour produire du blé et produire de bons rendements pour ça. Mais non, il va falloir qu'on commence à déplacer l'état actuel qui est de maïs, grains, soya en très grande partie. C'est que les programmes vont devoir suivre le blé, en fait. Les programmes, je dis toujours, l'agriculture du Québec est celle qu'on en a faite. Bon, les programmes du passé ont mené à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, les incitatifs gouvernementales ont joué un très, très grand rôle dans la situation actuelle. D'un côté, bien sûr, on a des productions contingentées. Là, c'est une réalité qui est pan-canadienne. Mais du côté québécois, les programmes qui ont incité à produire justement du maïs-grain, du soya et du porc, là, parce que ça fait partie du même ensemble, c'est des programmes qui ont amené à faire ça. Là. Et c'est également même des
des mots d'ordre gouvernemental, du gouvernement qui était celui « produisons ça ». Donc, on a fait une agriculture que le gouvernement a amené à faire. Et si on veut qu'il y ait un virage qui se fasse, réel, et le blé est certainement une option extrêmement intéressante, ben ça va prendre une volonté gouvernementale, ça va prendre un changement ou des incitatifs pour le faire, puis peut-être également un discours qui va dans ce sens-là. Alors, peut-être que le gouvernement va peut-être aller dans ce sens. On voit qu'on a un gouvernement qui est en réflexion sur l'agriculture. Le ministre Lamontagne vient d'annoncer une grande consultation, en fait, mais là, spécifiquement sur le zonage agricole, alors sur les territoires, sur l'activité sur les territoires, sur la propriété des territoires. Ouais. Ça, c'est des choses qui vont exister pour les 18 mois qui s'en viennent jusqu'à 2024, en fait. J'imagine que l'Institut a suivi ça de près au niveau de l'annonce et va suivre ça de près pour commenter, en fait, parce que le zonage agricole, c'est un peu... Quand on dit l'Institut Jean Garon, c'est bon, le président fondateur, c'est Jean Pronovo, donc l'Institut Jean Garon, c'est à la fois l'esprit du rapport Pronovo, mais c'est aussi l'Institut Jean Garon, donc c'est aussi l'esprit de Jean Garon. Et ce que Jean Garon a laissé de plus probant en agriculture, c'est sa loi sur le zonage. Oui, c'est celle pour laquelle on peut dire qu'on a identifié Jean Garon surtout à cette loi-là. Si on demande à quelqu'un du milieu agricole, Jean Garon, ça dit quoi? Ça va toujours dire, la loi, c'est de protection du territoire agricole. Et ce qu'on a voulu dire, qu'on a dit dès le départ, quand le projet de révision de cette loi-là est sorti, a été annoncé par le ministre, c'est qu'on était très content que ça commence par des études. La pire des choses, ça aurait été de commencer par une tournée pour les opinions. Les opinions, là, si elles ne sont pas fondées sur une réalité, là, mesurable, comptée, là, bien, ça ne donne pas grand-chose. C'est du vox populi comme on en fait au coin de la rue Sainte-Catherine et Saint-Denis, là, si on veut. Là. Alors, si on veut avoir quelque chose, il faut avoir véritablement l'état de la situation. Donc, les 3 études, c'est un peu ça. C'est de dire, voilà, d'une part, quel est notre territoire agricole, comment est-il occupé? Une bonne question. Parce que 40% et plus du territoire ne l'est pas occupé. Où est-ce que c'est, ces zones-là? Donc, première chose. Deuxième chose, ce qu'on en fait. Bon, c'est là qu'on va voir, à mon avis, ça va venir confirmer ce que nous, on a toujours dit. On est dans des productions, dans un cycle, surtout d'alternance maïs-soya, qui occupe une trop grande partie du territoire. C'est pas de la diversité. Puis lorsqu'on parle de blé raisonné, je pense que c'est là qu'on devrait voir qui va venir prendre une plus grande place. Alors, je pense qu'on compte beaucoup sur ces études-là. La 3e porte sur la propriété du territoire. Là aussi, on y compte beaucoup parce qu'on pense qu'il y a plusieurs mythes qui entourent la question d'augmentation de la valeur des terres, que ce serait des spéculateurs qui feraient ça. C'est particulièrement, à mon avis, des transactions entre producteurs qui font ça. Oui, ben, d'ailleurs, l'Institut a déjà fait une sorte de préambule parce que vous avez, lors des 40 ans de la loi, là on est rendu aux 45 ans de la loi, mais lors des 40 ans de la loi, en 2018-19, vous avez fait en fait un rapport, déjà qui avait été remis d'ailleurs au ministre Lamontagne, où vous faisiez quand même le bilan. Vous avez fait une tournée aussi, vous, l'Institut, pour comprendre en fait où était rendue la loi, et vous-même, vous étiez en faveur d'une certaine modernisation de cette loi. En fait. Oui, tout à fait, parce que si on regarde les recommandations qu'on a faites, je pense qu'il y en avait une vingtaine, même 23 recommandations qu'on a faites dans ce rapport-là, ces recommandations-là vont encore dans le même sens que ce qu'aujourd'hui on devrait pouvoir trouver. Connaissance de notre milieu, trouvons également des façons d'avoir peut-être un morcellement intelligent du territoire de façon à répondre à des besoins qui ne sont pas ceux de grandes cultures uniquement, parce qu'il y a des jeunes et beaucoup de jeunes qui poussent dans une autre direction. Alors, il faudra peut-être leur donner de la place. La question de propriété aussi, on l'a abordée en se disant, la location, c'est pas une si mauvaise affaire que ça. Ça se fait de façon très générale, très large en Europe. Alors, mais pas un bail de 3 ans, entendons-nous, un bail type qui aurait une portée de 25 ans peut-être, avec des droits de préemption. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'on a écrit. On l'a écrit il y a presque 5 ans, puis on le relit aujourd'hui, ça tombe tout à fait bien avec la démarche actuelle. On va suivre les consultations toute l'année 2023-2024 et on vous interrogera, Michel, dans les quotidiennes à venir. Merci, Yannick. Merci. Au revoir.
Alors bonjour Yann Turmine, nous sommes en quotidien extérieur comme on le fait la plupart du temps l'été. On a l'habitude de se rencontrer à Expo Champs ou à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. C'est les lieux où habituellement on se rend l'été. Là on est au 10-30, on est au cœur de la ville, au cœur de Brossard, sur toutefois des anciennes terres agricoles, puisque le parking était une terre agricole il y a bien longtemps. Ouais. Mais on est là pour parler du blé raisonné avec les céréaliers du Québec, avec Première Moisson. Il y a une campagne qu'on supporte, en fait, qu'on lance avec eux depuis presque 2 ans maintenant, et notamment depuis le mois d'avril dernier, où on fait la tournée des boulangeries de Première Moisson, où on vient expliquer aux consommateurs qu'en dehors du bio et du conventionnel, il y a une voie intermédiaire qui s'appelle le blé raisonné. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'agriculture durable, mais qui n'est pas très connu, en fait. C'est quelque chose que le consommateur moyen ne connaît pas vraiment. Salut Yannick. Oui, non, c'est une très très belle initiative. Tout simplement déjà d'expliquer au consommateur que son pain ou que n'importe quel produit agricole, ça vient de quelque part, là. Ça vient d'une ferme, c'est fait par des gens, c'est fait par des producteurs agricoles. C'est intéressant. La belle batteuse qu'on voit en arrière ici, d'après moi, ça fait très très longtemps. Peut-être jamais il y a eu une batteuse qui s'est mise au centre-ville. Au centre-ville. Je pense que c'est important de faire voir la réalité des choses. Puis en même temps, le blé raisonné, c'est une très très belle initiative là, qui va dans l'air du temps, si on peut dire. Puis là, on voyait des consommateurs, des gens qui venaient à Première Moisson, j'imagine, acheter leur croissant, leur café, qui posaient des questions, parce qu'en fait, effectivement, les gens ne savent pas non plus que les producteurs, pour faire du blé, il faut qu'ils aient une moissonneuse-batteuse, donc ça prend des instruments. Puis c'est pas un petit instrument, on l'a vu, c'est impressionnant, puis ça coûte cher, parce que c'est un investissement. On parle d'1 million, 1,5 million. Ouais. Donc en fait, on n'a pas tout à fait conscience, comme consommateur urbain, de l'importance des budgets que ça nécessite pour un producteur. En fait. Je pense que c'est un élément très important, puis ça c'est souvent, là, c'est toujours un reproche que j'ai eu un peu au monde agricole, c'est de ne pas se présenter comme ils sont réellement. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est beaucoup de capitaux. Les gens ignorent ça en ville. Et le fait de leur faire voir, c'est ça. Et les produits, il faut faire beaucoup de produits aujourd'hui. Un producteur, aujourd'hui, nourrit peut-être 1000 personnes. Il y a 100 ans, un producteur, c'était l'autosuffisance, ça nourrissait sa famille, peut-être 3-4 autres familles. C'est plus ça aujourd'hui. On présente la réalité de la production agricole, des gros investissements, ça prend des gros équipements pour nourrir le monde. Les producteurs sont une minorité de la population. Équipement et technologie aujourd'hui. La technologie qui est en arrière de ça ici, on n'est peut-être pas très très loin d'un avion de chasse, pratiquement dans la cabine d'une batteuse comme ça. C'est assez impressionnant, les technologies qui là-dedans, c'est connecté sur les satellites et tout ça. Là, Mais le monde agricole a souvent peur, effectivement, peut-être d'affronter le monde urbain, parce que le monde urbain n'est pas toujours sympathique non plus au monde agricole, il faut le dire, n'est pas toujours sympathique non plus au gros volume, n'est pas toujours sympathique à la machinerie. Il y a toujours une tendance à dire, ah ouais, s'il y a de la machinerie, c'est trop gros, c'est toujours trop gros pour le consommateur, en fait. Mais en fait, le consommateur ne comprend pas que justement, si on veut retrouver des choses comme on retrouve chez Première Moisson, ça les prend ces machines-là, puis ça les prend les producteurs qui les conduisent. Du pain, ça en consomme beaucoup, là, même du très très bon pain comme Première Moisson. Des pains spécialisés, ils s'en consomment beaucoup. Ça prend des milliers et des centaines de milliers de tonnes de blé pour approvisionner. Ça se fait pas dans son jardin en arrière de sa cour, là. Ça se fait avec des champs qui sont très grands, puis ça prend du matériel. Il y a de moins en moins de producteurs, de moins en moins de main-d'œuvre dans nos campagnes. Ça prend de l'équipement. En plus, cet équipement-là, on parle du gaspillage, mais quand vous avez une batteuse comme ça, ça ramasse pratiquement 98% de la récolte. Anciennement, il y avait peut-être 30 à 40% du stock qui restait dans le champ parce que c'était mal récolté. Avec ce type d'équipement-là, ce type de technologie, on gaspille moins, on a des produits de plus grande qualité parce qu'on peut récolter à temps. Ce type d'équipement-là va s'ajuster en fonction, là, il y a même des capteurs de rendement, dépendamment la densité de blé que vous allez avoir dans le champ, bien, la batteuse peut ralentir ou avancer plus vite, puis ça permet de ramasser tout et de ne pas casser le blé, d'avoir un blé de très grande qualité. Si on avait des vieilles batteuses comme on avait il y a 50 ans, ça ne récoltera pas de la même façon. On va avoir plus de brisures, on va avoir plus de gaspillage. Alors, dans les projets des céréaliers du Québec, il y a cette série d'événements dans les premières moissons pour parler aux consommateurs, mais ils ont aussi le mandat de parler aux producteurs pour amener le producteur à faire plus de blé. Parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est qu'on ne fait pas tant de blé pour humains
au Québec. Le blé, il vient beaucoup de l'Ouest. Et là, on se rend compte, alors, il y a des questions de génétique ou autre, mais on se rend compte qu'il y a quand même des possibilités. On aurait des terres potentiellement qui pourraient faire du blé, et ce serait même bon pour nos terres. On se fait dire en fait que le maïs soya, c'est une chose, mais que le maïs soya blé, c'est meilleur pour la rotation des terres. Ça, c'est une chose. Effectivement, il y a un renouveau dans le blé au Québec, je dirais, d'à peu près peut-être une vingtaine d'années. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs avec qui j'ai étudié à l'époque à l'Université Laval quand j'ai fait mon cours d'agronomie. Bon, moi, je suis allé du côté animal, les autres sont allés du côté végétal, mais c'est des gens que, de temps en temps, j'ai contact avec eux autres. Et il y a eu un renouveau, effectivement, dans les céréales. Ce renouveau-là s'est fait pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, il y avait une demande, mais aussi, on s'intéresse de plus en plus d'avoir une approche plus écologique, plus environnementale. On s'est aperçu que ça prenait des rotations de culture. Faire du maïs tout le temps sur la même terre, c'est pas très bon. On fait du soya, on fait du blé, on fait du céréales. On essaie d'introduire des nouvelles cultures. Le blé, c'est comme il y a une demande, économiquement, c'est intéressant. L'autre chose, beaucoup moins de pesticides. L'initiative du blé raisonné, d'ailleurs, c'est pour ça que Première Moisson est intéressée à ça. On utilise pratiquement, même pas, plus de pesticides. C'est un blé sans pesticides. Et pourquoi? Parce qu'on a développé des techniques, on utilise de la haute technologie pour pallier justement l'usage des pesticides. Tout en gardant des bons rendements, parce qu'il faut sortir il faut en produire du blé, si on veut faire du pain. Alors, les gouvernements sont beaucoup, d'ailleurs, dans leurs plans quinquennaux, que ce soit fédéral ou provincial, sur l'agriculture durable. Donc, je pense que c'est un créneau qui va rejoindre les décideurs, qui va amener à des changements de programme. Mais pour parler justement un petit peu de politique gouvernementale, on a appris, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, lance une grande consultation sur le zonage agricole. Donc la fameuse loi Garon de 78, qui est vraiment la loi mythique que Jean Garon a laissée en héritage, qui est d'ailleurs un peu dont l'Institut Jean Garon est un peu le protecteur d'une certaine façon, puisque l'Institut avait fait un mémoire il y a 5 ans là-dessus. Mais il reste que comme on est justement sur des anciennes terres agricoles, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que dans l'avenir, il faut éviter justement ces choses-là, d'envahir de béton? D'ailleurs, soulignons que le ministre Lamontagne a eu la bonne action dans son premier mandat de stopper le bétonnage des terres des Serres de la Charité, qui s'enlignaient droit sur des condos et du bitume. Un autre distrant. Un autre distrant, possiblement. Il a eu l'éclair de ne pas aller vers ça et de vraiment prévoir un agroparc qui devrait être fort intéressant. Mais là, le projet qu'il lance, c'est vraiment une consultation sur 18 mois avec des fascicules de recherche qui vont être déposés et une réflexion sur le territoire, l'activité du territoire, la propriété du territoire. On est vraiment dans une démarche de consultation qui va nécessairement amener à un changement de la loi. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce qu'on se dit, ben non, il faut moderniser la loi et si les discussions se font intelligemment, ça va être pour le meilleur? C'est sûr qu'après 40 ans, d'ailleurs l'Institut l'a dit, l'Institut, oui, l'Institut a toujours privilégie toujours la protection des terres agricoles d'une façon assez stricte, là, mais il reconnaît quand même qu'il doit y avoir certains aménagements qui doivent se faire dans la loi du zonage agricole qui est quand même vieille de plus de 40 ans. Or, non, je pense que c'est une belle initiative. Maintenant, il faut voir où c'est que ça va nous mener. Je trouve le ministre très ambitieux. On ne faut pas y reprocher parce que souvent, on a reproché de ne pas être ambitieux. Là, je pense que là, il est ambitieux dans son projet de réforme parce que puis l'ambition vient surtout qu'il rassemble autour de la table les municipalités, le monde agricole. Je dois dire que de souvenir, c'est probablement le premier ministre qui va faire ça. S'il est capable d'arriver à quelque chose avec tout ce monde-là autour de la table, ça peut être très intéressant comme exercice. Mais il y a quand même il y a beaucoup de pièges à ça. Le monde municipal nous a plus souvent qu'autrement habitués à du dézonage pour construire des bungalows. Mais c'est pas le ministre, je sais que c'est pas ce qu'il veut, mais alors, on verra les résultats. On verra les résultats. Le ministre Lamontagne est là pour un deuxième mandat. Donc, il sera d'ailleurs probablement le seul ministre de l'Agriculture à faire aussi long que Jean Garon depuis bien longtemps, en fait, depuis 76-85. Alors, probablement que ça lui donne une longueur d'avance sur d'autres ministres de l'Agriculture qui n'ont peut-être pas eu le temps, eux, de faire bouger les choses. En fait. Non, comme je vous dis, on verra. Mais ça va être un exercice assez intéressant, là. Il y a des choses qu'il faut modifier dans
dans la loi du zonage. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi dans l'air du temps de protéger nos terres agricoles. On le voit comme la communauté urbaine de Montréal a des politiques de densification. Oui, le 10-30 a été fait sur des bonnes terres agricoles, mais aujourd'hui, ce serait très difficile de refaire un 10-30. Même auprès des grandes villes, ils ne veulent plus ça. Là. Ils veulent densifier. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Là. Il y a quand même une densification qui se fait même autour du 10-30. Là. Or, je pense que c'est dans l'air du temps d'avoir une discussion. Je pense que ça va être une belle discussion à avoir. Ça va être à suivre. Merci, Yann Turmine. Alors bonjour Rudy, bienvenue dans la quotidienne en extérieur de la vie agricole. On est, comme tous les invités, là, tu passage à la table devant la moissonneuse-batteuse, devant Première Moisson, au 10-30, tout près de Montréal. On a fait ça pour rencontrer les consommateurs, expliquer aux consommateurs que le blé, ça vient des champs et il faut quelqu'un le moissonne et le batte avant que ça arrive dans le croissant. Mais tu es ici aussi parce que tu t'intéresses à la filière du blé. Tu es fournisseur en fait entre autres pour Première Moisson et exact. 80 autres artisans boulangers au Québec. Et tu es propriétaire avec d'autres en fait d'un moulin de Charlevoix. Exact. Mais spécialisé dans le bio. Ouais, et sur meule de pierre. Et sur meule de pierre. C'est vraiment ce qui nous caractérise. On travaille des blés locaux, de Charlevoix, mais d'ici aussi de la Montérégie, de la Naudière, pour justement diminuer notre risque climatique. On le voit, les orages qu'on a eu dernièrement, là, ça peut être catastrophique dans les blés. Donc c'est ça. Mais notre vraiment spécialisation, c'est d'être sur meule de pierre. Alors sur meule de pierre, c'est une particularité. On retrouve ça que dans certaines boulangeries, c'est quand même un produit de spécificité. Complètement. Ouais, c'est bio. Déjà, c'est peut-être 4-5% du marché. Puis nous, c'est du bio sur meule de pierre. Là, c'est un autre 5% du 5%. Donc effectivement, pour avoir un résultat dans la production, la météo est importante. Ouais. Comment ça se passe cette année? Parce qu'effectivement, on n'a jamais trop compris si le printemps avait commencé, ou s'il allait commencer, ou si un jour il y aurait un été. Comment on vit ça? Je te dirais, deux choses. Blé d'automne, blé de printemps. Donc les blés d'automne, ce sont les blés qui sont semés au mois de septembre, au mois d'octobre. Je te dirais, de ce que j'ai vu là présentement, on est dans une année exceptionnelle. J'ai jamais sur 20 ans vu d'aussi beaux champs de blé d'automne. Alors ce qui va falloir faire attention là maintenant, c'est vraiment la météo. Le blé a fini sa floraison. Là, on est au stade du remplissage du blé. On voit la météo, il fait chaud, il fait très humide. Donc c'est peut-être les maladies, mais s'il fait chaud la semaine prochaine, pas d'humidité, là on va éviter ces problèmes de maladies. Ce que je crains le plus, c'est vraiment les gros orages, la grêle, juste avant le battage. Tant que le blé n'est pas rentré dans le silo, on ne peut pas dire qu'on... Mais c'est vraiment une année exceptionnelle pour le blé d'automne. Le blé de printemps, on a eu à certaines places de la difficulté. Soit on a eu des gros coups d'eau au moment juste après le semis, c'est le cas de la Montérégie, c'est le cas de la Naudière. Soit on a eu des gros coups d'eau qui nous ont retardé à semer. Donc voilà, c'est présentement de ce que je vois dans le blé de printemps. La paille est courte parce qu'on a souffert de 3 semaines de sécheresse. Donc on a des blés qui, au lieu de faire 1,10 m, font peut-être 70 cm. En règle générale, quand on n'a pas la paille, on n'a pas le rendement non plus. En règle générale. Maintenant, ça peut encore changer, mais jusque-là, ça passe quand même. Mais c'est vraiment le blé d'automne cette année qui est exceptionnel. Alors là, on est dans une journée d'information dans la tournée, parce qu'en fait, c'est une tournée des céréaliers du Québec qui a commencé au mois d'avril et qui va se terminer au mois de septembre à travers toutes les boulangeries de Première Moisson. Mais en termes d'information et de pédagogie, tu donnes dans le ton aussi, puisque tu avais organisé de mémoire en 2019, en août 2019, on était venu dans Charlevoix, où tu avais fait la première journée Culture Pain, à laquelle on avait participé. Et là, c'est rebelote, là, le 21 août prochain, tu fais une journée filière blé. C'est Culture Pain. Toujours. C'est Culture Pain, la filière du blé. Filière du blé du Québec, c'est... En fait, là, c'est une rencontre des producteurs et des meuniers. En fait, la filière du pain, il y a les producteurs qui sont à la base, il y a les meuniers qui sont les premiers transformateurs, et évidemment, il y a la boulangerie. Je fais cette journée qui est une journée d'abord de conférence où on informe les gens de certaines choses.
Cette journée, on va informer notamment sur une nouvelle certification qu'on est en train de mettre en place. Et vous allez voir, c'est un produit exceptionnel. On base cette certification sur l'équité, donc ça veut dire le juste prix. Ça c'est un label pour le blé bio? Non, ce n'est pas que concernant le blé bio. Évidemment, justement, dans ce label, dans cette certification, il y aura l'approche environnementale. On aura souci sur l'environnement, mais ça ne veut pas dire bio. Donc, des produits sans pesticides ou quoi comme, mais pas biologiques. Et aussi une approche locale, donc uniquement des blés définis sur le territoire du Québec. Et en même temps aussi un produit, une responsabilité concernant la société, donc l'intérêt qu'on a sur le bonheur de nos employés, sur l'intérêt qu'on peut avoir aussi sur les échanges qu'on a entre les gens de la filière, qui ne sont pas basés que sur de l'économique, mais qui sont basés sur de la recherche, développement, sur la connaissance, etc. Alors ça va se jouer sur quatre thèmes. Ouais. La nutrition, le levain, ouais. La meule de pierre. La meule de pierre et la culture éthique. Et culture éthique. Avec des conférenciers qui viennent ou du Québec ou de France exact. Ou d'ailleurs. Ouais, ouais. Ben, j'ai un conférencier de Montréal, Luc, qui vient de chez l'Allemand. J'ai un conférencier qui vient de France, Bruno Texier, qui est l'expert des meules de pierre, qui vient de France aussi. J'ai une conférencière qui vient de France. Elle a fait tout un travail comparatif au point de vue de la nutrition entre les farines qui sont faites sur des silettes d'acier versus des meules de pierre. C'est vraiment intéressant. Et puis les gens d'Agriéthique, je pense que vous les avez rencontrés oui, déjà. Dans la mission qu'on a fait avec les céréaliers au mois de mars, on a rencontré les gens d'Agriéthique parce que l'histoire des labels, il y a une réflexion actuellement sur les labels parce qu'on sait le blé raisonné est un label, qui est un label propriété des moulins de Soulanges. Il y a les céréaliers qui sont en train de réfléchir aussi à la mise en place d'un label. Il y a vous. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui est en train de se faire au Québec sur dans le moule de l'agriculture durable. Tout le monde essaie de trouver la meilleure façon de parler aux consommateurs. Exactement, tout à fait. Ben écoutez, Rudy, merci beaucoup. On va suivre ça, puis on va se Puis si on est chez Première Moisson, oui, on est chez Première Moisson, oui, on l'a dit à plusieurs reprises dans le cours de l'émission. On est devant Première Moisson, à côté de la moissonneuse batteuse. C'est particulier d'amener une moissonneuse batteuse comme ça sur un grand parking à Montréal. Mais c'est une façon d'approcher les consommateurs et de leur expliquer ce qu'est le vrai travail de producteur. Mais on va aussi aller voir finalement... on va suivre en fait ce que vous allez faire au mois d'août sur la filière blé. Puis je voulais juste dire que Première Moisson a pris une décision pour sa filière biologique, donc sa production de pain biologique, de travailler avec le moulin de Charlevoix sur des meules de pierre. C'est un défi, puis c'est extraordinaire pour nous. C'est une belle entreprise qui représente vraiment la panification de qualité à Montréal. Le porte-étendard du blé de qualité. Exactement. Merci beaucoup. Merci Yannick. Nous espérons encore une fois que la quotidienne vous aura informé comme il se doit. Merci de nous écouter et suivez lvatv.ca.